Et puis, les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo ont adopté chacune son calendrier pour cette session de mars. Une place de choix est réservée aux nouvelles matières et au contrôle parlementaire. Toutefois, ces calendriers restent ouverts pour d'éventuels projets de loi relatifs aux élections. Et enfin, Jean-Pierre Bemba, coupable de 3 chefs d'accusation. La décision de la Cour pénale internationale intervenue cet après-midi vient de mettre un terme à plusieurs années d'attente et d'espoir des nombreux militants du MLC. En attendant le verdict final, l'homme politique reste dans les geôles de la haine. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre. Mais avant de développer tous ces titres annoncés au sommaire, nous allons d'abord parler de l'économie avec la réunion stratégique de la Troïka où la hausse de certaines matières premières, les prix des denrées alimentaires ainsi que l'état des lieux des finances publiques, autant des matières qui ont été au menu des échanges à la Troïka stratégique tenue à la primature ce lundi. Compte rendu avec Modeste Bahati, ministre national de l'économie. S'agissant de la situation des finances publiques, les finances publiques ont connu un creux de 59 milliards, mais selon les projections du ministère des Finances après la réunion avec les services mobilisateurs des recettes, ce creux pourrait être comblé et même d'ici la fin du mois, nous pourrions terminer le mois avec un léger excédent, selon les projections. S'agissant de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, comme nous l'avions dit la semaine passée, celle du mois de février est complètement terminée. Celle du mois de mars a été lancée depuis le 12 mars et la paye avait commencé immédiatement dans les grands centres et elle se poursuit dans l'arrière-pays à accès difficile. Il a été noté qu'au courant de la semaine, pour ce qui est des travaux qui s'effectuent au ministère des Finances et du Budget, il est question de voir la possibilité d'élaborer un collectif budgétaire et également faire la projection du taux de croissance étant entendu que nous avions terminé 2015 avec 7,7% de croissance, le taux de croissance économique. Pour le reste, la réunion de la Troïka stratégique a programmé d'autres réunions, notamment sur la situation monétaire, sont des réunions hebdomadaires. Désormais, chaque composante concernée par les 28 mesures urgentes prises par le gouvernement en vue de préserver les acquis de la bonne gouvernance devront, après chaque 15 jours, évaluer les avancées enregistrées dans la matérialisation de ces décisions, exercices auxquels s'est soumis le secteur de la bonne gouvernance ce lundi. Il a été question lors d'une rencontre d'évaluation regroupant quelques ministres, dont les ministères des Finances, les ministères des Hydrocarbures, ministère du Plan, ainsi que la Banque mondiale, de faire le point sur certains progrès et contraintes rencontrées dans la matérialisation de ces 28 mesures. Ces 28 mesures urgentes prises par le gouvernement nécessitent un suivi au niveau des différentes composantes. Pour ce faire, la matrice bonne gouvernance a été passée en revue par les ministres concernés ainsi que les partenaires au cours d'un atelier d'évaluation. Il a été question lors d'une rencontre ayant mis autour d'une table le ministère des Finances, des Hydrocarbures, du Plan, du Portefeuille et la Banque mondiale d'évaluer les progrès réalisés jusqu'ici, identifier les contraintes et formuler des recommandations en vue d'atteindre les résultats escomptés. Cette évaluation nous permettra ainsi de faire le point sur la convergence avec les mesures urgentes prises par le gouvernement, car dans les deux cas, l'objectif poursuivi est l'amélioration de la gouvernance économique, cheval de bataille de l'action gouvernementale. Avant de terminer, je ne peux m'empêcher d'insister sur la nécessité de la mise en œuvre par chaque partie des recommandations formulées au cours de leur réunion. C'est là la condition de leur performance et surtout la justification de l'accompagnement de nos partenaires qui seront sollicités à chaque fois que nous devons. Il faut dire que ce mécanisme a été mis en place par le gouvernement en vue de préserver les acquis de la stabilité macroéconomique, menacés notamment
par la chute des cours des métaux sur le plan international. L'actualité reste dominée par la justice internationale. Eh bien, la Cour pénale internationale a rendu son arrêt. 8 années d'attente pour entendre la petite phrase de la procureure de la Cour pénale internationale qui scelle plutôt le sort d'un homme, Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les espoirs du sénateur congolais et des milliers de ses partisans s'écroulent. Jean-Pierre Bemba Gombo a encore du temps de séjour à La Haye en attendant le verdict qui fixera sa sentence. La Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Voilà une décision qui vient de volatiliser l'espoir des militantes et militants qui croyaient à l'acquittement de leur leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'issue de cette audience. Audience ayant porté sur des crimes commis en République centrafricaine lors de l'opération menée par un contingent du mouvement de libération du Congo MLC entre 2002 et 2003. Le verdict aussitôt rendu, les chevaliers de la Plume ont été éclairés par le bureau de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa. La Chambre a conclu que Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l'exécution de crimes par ses subordonnés lors de l'opération menée en République centrafricaine en 2002-2003 et pour en référer aux autorités compétentes. Enfin, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et les crimes de guerre de meurtre, viol et pillage commis lors d'une attaque généralisée contre la population centrafricaine par les forces du MLC entre 2002 et 2003, découle du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés. Entre-temps, le suspense demeure quant à la peine réservée à l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 3 décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. Abordant les questions relatives aux réparations en faveur des victimes, le bureau des représentations de la Cour pénale internationale à Kinshasa fait savoir qu'elles seront examinées en temps voulu. Mais en attendant, un délai de 30 jours a été accordé à la défense de Jean-Pierre Bemba pour aller en appel. Bien que l'espoir demeure pour beaucoup, les réactions ne se sont pas fait attendre, surtout du côté de l'opposition qui se dit être déçue de cet arrêt de la Cour pénale internationale. Oui, mais on ne connaît pas encore le nombre d'années, on attend. Mais il peut être coupable et condamné pour 2 ans. Hein? Il peut être condamné pour 5 ans. Il a déjà fait autant d'années, donc la vraie interprétation, il faut qu'on connaisse le nombre d'années. Il faut attendre un peu plus tard. On est encore ému, hein? Je ne vois pas encore, moi, personnellement, je suis très ému. Je suis très touché, c'est quelqu'un que je connaissais, que je connais. Je préfère encore digérer. Je suis très attristé par cette nouvelle. J'ai pensé que après 8 ans passés en prison, alors que c'est un dossier qui concernait le président Patassé, à l'époque, président en exercice, donc démocratiquement élu, il était plutôt de bonne loi que Jean-Pierre Bemba bénéficie de circonstances atténuantes. Mais bon, je ne remplace pas la justice. Hein. Dès le départ, en tant qu'ancien membre du MLC à l'époque, où j'assumais des responsabilités importantes dans ces partis, je considérais que les dossiers étaient politiques. J'ai gardé le même point de vue jusqu'au moment où je vous parle. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. J'adresse un message de compassion à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants. Je pense aussi à sa famille biologique et à tous les Congolais qui espéraient que l'un de leurs fils retenu, on peut dire, pour la plupart des citoyens injustement à la CPI, soit libéré pour aussi participer à l'évolution de la société. Je crois que le pays a besoin de tous ses enfants, le pays a besoin de toutes ses têtes, le pays a besoin de tous ses leaders pour la construction de la nation.
Dossier à suivre. Notre chef de guerre, Laurent Nkunda Batouari, fera peut-être l'objet dans les tout prochains jours d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Une fois l'affaire Bosco Ntaganda instruite, le procureur pourra ordonner l'extradition de cet ancien chef rebelle qui se trouve depuis la fin de son mandat de son groupe armé au Rwanda. Une annonce faite par le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. On l'écoute. S'agissant de Laurent Nkunda, parce que ça c'est le cas qui nous intéresse particulièrement, je voudrais vous assurer que ma conviction à 100% est qu'il fera l'objet d'un mandat d'arrêt international. Lorsque le dossier de Bosco Ntaganda commencera à être traité au niveau de la Cour pénale internationale, nécessairement il y aura un mandat à ce moment-là du procureur contre Laurent Nkunda. Et le Rwanda ne pourra pas faire autrement que de le livrer à ce moment-là. Parce que sinon, il se mettrait en marge de la communauté internationale. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté mardi le calendrier de la session des mars. Plusieurs matières sont inscrites à l'ordre du jour et une place de choix est accordée au contrôle parlementaire. Même exercice à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont adopté le calendrier de la session de mars qui comporte 13 nouvelles matières, outre le contrôle parlementaire et les arriérés législatifs. Dont fait partie la proposition de la loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Première plénière de la session de mars au Sénat, après la cérémonie d'ouverture solennelle du mardi 15 mars dernier. Une plénière consacrée à l'adoption du calendrier pour ces 3 mois de travaux. Outre les validations des mandats et le contrôle parlementaire, les élus des élus devront examiner 13 nouvelles matières. Surtout les 13 nouvelles. Donc notre tentative est de faire une moitié qui commence à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. On s'est dit qu'au courant de cette session, il faudrait qu'on épuise et qu'il n'y ait plus d'arriérés et qu'on tourne le regard vers la programmation des élections. Donc c'est le principe au Sénat, on confie une matière à une commission permanente. Et cette commission peut se faire associer de tout sénateur ou de toute autre commission qui détient l'expertise en cette matière-là. Donc là, ça ne pose aucun problème. Parmi les arriérés législatifs devant la table des élus figure également la proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État élus. C'est pour nous une question essentielle parce que la gouvernance politique globale est sous-tendue par la solution des questions importantes, notamment celle de l'avenir des anciens présidents élus. Il faudra que dans l'aménagement de notre vie politique, que les chefs d'État qui ont servi la nation ne soient pas traqués à la fin de leur mandat, et de la sécurité de leur vie, de la place que nous allons leur donner dans notre système politique. Le Sénat tient à vider toutes les matières inscrites à l'ordre du jour. Une réunion est même prévue avec le bureau de la Chambre basse du Parlement pour harmonisation. Avec ses 25 années d'existence, le centre hospitalier Mère-Enfant Monkole a reçu une visite de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et de l'Agence française du développement. Et pour la France, partenaire potentiel de cette unité médicale, qui a précisé que près de 5 millions d'euros ont été investis en faveur de l'hôpital Monkole et pour sa construction et l'équipement de la maternité du centre Mère-Enfant. La situation du système de santé et l'état de santé des populations congolaises constituent pour la France un sujet de préoccupation majeure. À l'occasion de la 25e année d'existence du centre hospitalier Monkole, l'ambassade de France en RDC et l'Agence française de développement à Kinshasa ont effectué une visite dans les installations de cet hôpital général de référence de Mongafula 1. Tout a été scruté, de la réception en passant par tous les services, à savoir la pédiatrie, la maternité, la médecine interne, la chirurgie, le laboratoire, la pharmacie et les 2 blocs opératoires. Pour assurer une bonne hospitalisation, ce centre hospitalier dispose d'un centre de traitement d'eau et un centre de traitement d'air.
côté dialectique de malade, Monkole dispose également d'une unité de restauration adaptée à chaque cas de patient. Avec ses 306 professionnels, parmi lesquels le médecin, les infirmières, les pharmaciens et autres techniciens, Monkole est prêt à rendre des soins humanisés. Une conférence de presse a sanctionné cette visite. Question pour les autorités de cet hôpital d'expliquer le fonctionnement de cette unité médicale en prélude de ses 25 ans d'existence en RDC. Ce 26 mars, le centre hospitalier Monkole ouvrira de journées portes ouvertes et visites guidées suivies de la remise de médailles au personnel ayant totalisé 25 ans de carrière. Une opération dénommée « Je veux mon quartier propre » sera également organisée en collaboration avec l'autorité municipale de Mongafula pour assainir le quartier et l'inauguration du panneau indicateur de l'hôpital qui sera érigé sur la route bypass. Et dans le but justement d'accompagner et de promouvoir le secteur privé dans le domaine de la santé, le ministre des tutelles a visité ce lundi le cabinet ophtalmologique Ariel, un centre bien équipé pour une bonne prise en charge des personnes ayant des problèmes oculaires. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un centre de diagnostic et de traitement ophtalmologique moderne. Le cabinet ophtalmologique Ariel a reçu dans ses locaux le ministre de la Santé publique. Félix Kabange-Numbi est venu apporter son soutien à cette initiative privée. En plus du diagnostic, ce centre fait également le suivi de l'évolution du patient. J'ai visité la salle d'opération avec 2 machines spécifiques, une pour les cataractes, les glaucomes, l'autre pour la rétine donc, et pour les tératomes. Donc je me rends compte sincèrement que c'est un centre de dernière génération. Avec des équipements de haute technologie, ce cabinet a suffisamment inspiré le ministre qui envisage le lancement très prochainement du pôle de l'ophtalmologie en RDC. Nous sommes à l'ère de la modernisation. La révolution de la modernité est une réalité. Ici, vous avez des automates, des appareils qui vous permettent de poser le diagnostic dès que le malade arrive, non seulement pour le problème principal pour lequel il vient, mais même pour certaines pathologies pour lesquelles nous posons généralement de diagnostic lorsqu'on est à un stade très avancé. Pour le promoteur de ce cabinet, la consultation est à un prix abordable, une manière de garantir la prise en charge de toutes les catégories de la population. Le prix de consultation n'est pas très élevé et c'est ce qui fait que nous recevons tout le monde, que nous demandons toujours à nos patients de se faire consulter dans le délai, dans le temps, et de le faire ici sur place. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'étranger aussi longtemps que nous avons et l'équipement et les compétences pour le faire. Après visite, tout porte à croire que ce cabinet dispose des équipements qu'il faut pour une bonne prise en charge. Actualité dans nos provinces maintenant avec d'abord le Nord Kivu où il y a le président mondial de la communauté Nandé qui est assassiné depuis ce lundi matin à Vitungwe dans le chef-lieu du groupement Bunyuka en chefferie des Bachou en territoire de Beni. La société civile parle d'un assassinat ciblé et veut le déclenchement des enquêtes minutieuses par rapport à cette situation. La mort fulgurante du père Vincent Machosi est un coup dur pour les membres de la communauté Nandé au regard du rôle pertinent que l'infortuné jouait dans cette communauté. Kizitobin Angui, premier vice-président de la coordination de la société civile de Beni, qui parle d'un assassinat ciblé, veut que les enquêtes soient ouvertes à tous les niveaux pour dénicher les auteurs de ces crimes. Vous savez que Vincent, d'abord, c'est le président de Kiandaïra au niveau mondial, mais également c'est un prêtre assomptionniste, un acteur fervent de la société civile. C'est pourquoi nous regrettons et nous condamnons cet assassinat. Nous demandons également aux autorités locales, nationales et provinciales de diligenter des enquêtes sérieuses pour que les auteurs de cet assassinat soient connus et déféré devant la justice. Le père Vincent Machosi, tué par des hommes non autrement identifiés, était récemment nommé à la tête de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbaou, une paroisse qui avait vu ces 3 prêtres être emportés par de présumés rebelles ougandais ADF. Plusieurs fois, après sa nomination dans cette zone, il a été victime des cas d'insécurité, chose qui lui a valu un déplacement. La société civile Coordination urbaine, à travers son premier vice-président, invite les membres de la communauté Nandé à une mobilisation tout azimut pour que justice soit faite.
Au niveau de la société civile, nous lançons un cri d'alerte et surtout à la communauté nande qui est aussi victime de cet assassinat, de multiplier les efforts pour que les enquêtes soient diligentées, mais aussi qu'on puisse connaître les mobiles de cet assassinat. Parce que c'est un prêtre, il n'est pas politicien, il n'est pas ambitieux de la politique. Encore Nzouki Sikumbeli, secrétaire administratif de la chefferie des Bachou, un véhicule d'un officier supérieur a été aussi emporté par les assaillants après les crimes. Et dans la province de Lualaba, l'heure est à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Pour ce faire, un important complexe commercial vient d'être inauguré par le commissaire spécial de cette nouvelle province. C'est un coup de pouce dans l'économie de cette entité territoriale. Dans sa politique d'encourager les privés à investir dans la province du Lualaba, dès ses premiers jours, à la tête de cette province, le commissaire spécial du gouvernement, Richard Miège-Monguenzmons, n'a jamais cessé d'encourager les actions menées dans ce cadre par les privés. À l'exemple de ce complexe commercial du groupe Jambo, visité en décembre dernier et qui s'est trouvé encore en chantier. 3 mois seulement ont suffi pour que ces bâtiments nés du sol présentent sa vraie image. Ainsi, offrir à cet endroit un visage d'une ville moderne. Ajouter à cette œuvre de taille les routes urbaines qui ont été asphaltées par l'équipe de gestion actuelle de la province. Présents pour l'inaugurer, plusieurs personnalités de la province du Lualaba, de la ville de Kolwezi et des autorités traditionnelles sont venus assister à cette importante cérémonie de lancement des activités de ce complexe commercial moderne qui répond aux normes exigées dans ces domaines. Une superficie de 4000 mètres carrés d'espace de vente, 2 niveaux, qui comporte une boucherie, une boulangerie, un takeaway et maîtres locaux. Puis s'année suivie, le mot du commissaire spécial Richard Miège-Monguenzmons qui a loué cette initiative qui cadre avec la vision du chef de l'État, celle de rapprocher la modernisation aux entités territoriales décentralisées. Le Lualaba a besoin de toutes les mains, rouges, blanches, vertes et jaunes, toutes les mains qui se sont attirées par cet espace de la République pour participer à sa transformation. Pour la houlette du Raïs Kabila, président de la République, mon équipe, soutenue par nos élus et l'ensemble des acteurs politiques de la province, est engagée dans une dynamique de construction, de reconstruction et de création qui fera de cette ville Kolwezi et de cette province un espace d'intense mouvement des populations, ou mieux une terre d'espoir. Après la coupure du ruban, le commissaire spécial a découvert différents rayons qui comprennent les articles de ce complexe commercial. Sur explication du responsable de Jambo, M. Radesh, la nuit venue, c'est une autre vue qui est aperçue à cet endroit qui redonne à la ville de Kolwezi un éclat d'une ville émergente. Préoccupation quasi similaire avec la commissaire spéciale de la Mongala qui est arrivée à Bumba. Marceline Mondjiba est allée personnellement se rendre compte de la situation économique et sociale de ses administrés. Comme ce fut le cas dans d'autres territoires et villages de la province de la Mongala, Bumba a aussi vécu. Et cette ville, connue pour son intérêt au commerce, est tombée ces dernières heures sous le charme de la commissaire spéciale Marceline Mondjiba. Du reste, ce sont les partis politiques de la majorité de l'opposition, les femmes leaders et même la jeunesse de Bumba qui ont fait le boulot dans un accueil spectaculaire devant le bâtiment administratif de ce territoire. Oui, je suis vraiment touché par cet accueil. Vous voyez vous-même toute cette population qui est venue pour m'accueillir. Je suis vraiment animé d'un sentiment de joie. En outre, lors du meeting devant cette foule nombreuse, la numéro 1 de la Mongala a fait le tour d'horizon des questions d'actualité en RDC. Elle en a aussi profité pour sensibiliser le peuple de Bumba à sauvegarder cette unité chèrement acquise
ou même à promouvoir le développement de cette contrée. Vous voyez, aujourd'hui, tous nous sommes derrière le chef de l'État pour prôner le dialogue, pour prôner l'unité, cette unité-là nationale. Vous voyez, nous sommes des Africains, c'est autour d'une table que nous pouvons nous retrouver, que nous pouvons échanger. Lorsque nous échangeons, lorsque nous dialoguons, nous ne pouvons que trouver des solutions aux problèmes qui nous préoccupent. Peu auparavant, le cortège de la commissaire spéciale Marceline Mondjiba s'est ébranlé dans 2 quartiers légendaires de Bumba, à savoir Mobutu et Lokole. Cela en vue de porter assistance à 2 familles endeuillées à la suite des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bumba et au passage a apporté des vies humaines. Aussitôt arrivé, aussitôt fait, le geste de Marceline Mondjiba est de grande compassion, pas du tout négligeable en pareilles circonstances. Qui l'eût cru? Marceline Mondjiba a déjoué les pronostics. Voilà, il fallait le faire. Ces 160 km qui séparent l'Issala de Bumba a été parcouru pour jauger la température et ainsi communier avec son peuple. Les notes sont satisfaisantes, les images parlent d'elles-mêmes et Marceline Mondjiba, in fine, a accompli sa mission. Et on va finir avec cette note en environnement. Si rien n'est fait, la République démocratique du Congo pourra perdre 10% de ses forêts d'ici à 2030. Eh bien, la célébration ce 21 mars de la Journée internationale des forêts est une occasion pour sensibiliser sur l'utilisation rationnelle de ces ressources et aussi un moment propice pour cogiter sur les stratégies à mener en vue d'arrêter la dégradation qui pèse sur les changements climatique, car la République démocratique du Congo perd 0,37% de ses forêts chaque année. Les forêts couvrent 31% de la superficie de la Terre et la République démocratique du Congo regorge 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, un atout qui fait du pays la 2e puissance écologique et allié de taille dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, sur le terrain, le constat est dramatique, 0,37% des forêts congolaises disparaissent chaque année. Aujourd'hui, il y a la surfacie de Kinshasa disparaît tous les 2 ans en forêt. Donc la dégradation, elle est là. La dégradation, elle a des conséquences. C'est une réalité. Alors, je vais vous donner des chiffres, c'est 0,37% de la forêt congolaise qui disparaît chaque année. En réalité, c'est énorme. Et le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que ça a des conséquences directes sur la vie des populations. Une dégradation qui fait parler de ses conséquences dans différentes provinces avec le dérèglement climatique qui impacte les productions agricoles. Déjà au Congo, vous voyez les conséquences. Vous les voyez dans le Bas-Congo. Vous les voyez à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, aujourd'hui, vous avez une saison sèche qui dure maintenant 7-8 mois, alors qu'elle était de 4-5 mois. Vous avez la même chose au Nord-Ubangi. L'Ubangi était navigable pendant 361 jours par an. Aujourd'hui, il est navigable pendant 122 jours par an. C'est ça la réalité. Et c'est ça les conséquences pour les populations congolaises. Conscients de la situation, hommes et femmes conjuguent les efforts en vue d'épaler la situation. Au plateau de Bateke en Sio, les femmes décident de prêcher par l'exemple. Aloni na mama mususu na yebisi bango ke baza na courage ya kosala to sala yango pote e kosunga biso na ferme awa to sala ka tolona ka bakaja tolona ka pima nyoko tozo sala ba pipinière makamunyo supo to sala e sunga biso. L'arbre, c'est une vie, a une importance vitale. Et aujourd'hui, nous venons déplanter l'acacia, l'arbre qui sert qui sert de produire des makala, comme on dit, qui nous permet également de ne pas couper l'arbre dans nos forêts, parce que nos forêts, nous devons les sauvegarder. Un acte écologique très significatif pour la stabilité du climat mondial. Merci de nous suivre en Tanzanie. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur BioOne Télévision.